Alors aujourd'hui, on va parler de l'innervation de l'appareil dentomaxillaire. On va commencer par la zone maxillaire. Ici, j'ai dessiné du coup un crâne. Ces petits traits là, un peu effacés, c'est juste la fin de l'arcade temporozygomatique qui relie, du coup, là on a le maxillaire du coup c'est la fin de cette arcade. Du coup, on a ce qu'on appelle des fois à cette zone ce qu'on appelle la crête zygomatico-alvéolaire. C'est pas vraiment une structure définie anatomiquement, mais on l'utilise un peu quand même. Et ici, on a la tubérosité du maxillaire, donc derrière la M3. Et ce qu'on voit ici, c'est en fait à l'intérieur, puisque normalement on a comme j'ai essayé de dessiner là, on a le processus coronoïde de la branche montante de la mandibule qui est censé cacher un peu, mais derrière, à l'intérieur du crâne, on a ce qu'on appelle le processus ptérygoïde qu'on voit ici. Et là, j'ai fait une vue, c'est une coupe sagittale du temporal, de la crête zygomatique, du temporal du processus zygomatique. Donc c'est juste pour essayer de se repérer un petit peu. Et là, on va commencer par l'innervation de l'appareil dentomaxillaire. On va parler du nerf alvéolaire supérieur. Donc le nerf alvéolaire supérieur, il vient du nerf trijumeau, donc le nerf crânien 5, qui possède 3 branches, puisque le 5, il a 3 branches. Donc il a la branche maxillaire, mandibulaire, et avant ça, au-dessus, il a la branche ophtalmique. Et du coup, maxillaire, enfin j'espère que je dis pas de bêtises, ouais c'est bien ophtalmique. Enfin bon, bref, là on va s'intéresser au maxillaire. Et dans les branches du nerf maxillaire, on a le nerf alvéolaire supérieur qui va s'occuper d'anesthésier les dents qui nous intéressent. Et on va commencer, puisque le nerf alvéolaire supérieur, en fait, il va avoir plusieurs branches. Et là, je vais commencer par la zone postérieure, donc dans cette zone ici. Où est-ce qu'il va sortir un peu de l'os maxillaire? Il va faire sa sortie à la jonction entre le tiers, ici, tiers inférieur. Là, on a la tubérosité du maxillaire, donc on a le tiers inférieur et 2 tiers supérieurs. Et en fait, c'est à partir à peu près de cette zone qu'il va sortir. Donc, ici, comme ça. Hop. Et en fait, qu'est-ce qu'il va innerver? Il va innerver, vous voyez là c'est la molaire 1, il va innerver que la racine distale et palatine. Donc je peux faire une petite branche ici. Par contre il va pas anesthésier cette racine là. Ici il va bien évidemment faire la molaire 2 et la M3. On sait bien qu'il y a 3 racines pour les molaires, mais on voit pour la M3 il y en a plutôt 2. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait clairement? Là je vais le mettre en jaune puisque c'est du coup le postérieur. Comme ça, ce sera plus facile. Et qu'est-ce qu'il va anesthésier? Clairement, bon, là je viens de dire les dents, donc c'est ce qui nous intéresse avec voilà, leurs racines. Mais c'est pas tout. On a comme une triade à chaque fois qu'il y a des dents qui sont anesthésiées. La triade, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a, ok, il y a la dent, mais il y a aussi le parodonte. Qu'est-ce qu'il y a dans le parodonte? L'os alvéolaire, il y a la gencive attachée, il y a le ligament, et du coup, tout ça va être anesthésié. Et aussi, ce qu'il y a dans cette zone, c'est qu'on sait qu'il y a le sinus maxillaire, que je vais essayer de représenter comme ça, et en fait il va également anesthésier une partie du sinus. Vu qu'il est derrière, on dit qu'il anesthésie la paroi postérieure. Donc je vais essayer de le dessiner un peu comme ça. Paroi postérieure du sinus maxillaire. Comment est-ce qu'on fait quand on va vouloir anesthésier ce nerf-là? Alors, le repère, donc on les connaît, on va avoir comme repère la tubérosité du maxillaire. Voilà, on va avoir notre vrai repère, ça va être, c'est au niveau de la partie mésiale de la M2. Donc ici, on va se repérer ici, on se repère avec ça. Et on peut se dire aussi à la crête zygomatico-alvéolaire, mais bon. Et en fait, on va viser l'apex de cette racine.
dans, dans le pli vestibulaire. Donc on va piquer dans la muqueuse mobile au niveau d'ici. Donc c'est le lieu de ponction. Ensuite, comment est-ce qu'on va orienter l'aiguille? L'aiguille, on va l'orienter comme ça. Tac. Et on reste en contact avec l'os. Il faut faire attention ici parce qu'il y a aussi un plexus veineux, et du coup on a un risque pour les patients hémophiles, on peut avoir des complications si jamais on le touche, du coup avec des hématomes, etc. C'est pour ça qu'il faut toujours faire, je crois que c'est à peu près 5% le risque, il faut faire toujours une aspiration, une petite aspiration avec l'anesthésie avant d'injecter pour être sûr qu'on n'aspire pas de sang et qu'on n'est pas au mauvais endroit. Donc on se place comme ça à 45 degrés sur tous les plans. Donc là on voit que par rapport au plan, donc là le plan frontal, je suis censée être à 45 degrés, c'est-à-dire que l'aiguille par rapport au plan, par rapport au plan sagittal, là elle est à 45 degrés. Ok. Là elle est à 45 degrés aussi si on regarde de ce point de vue là, et là c'est du point de vue horizontal, du plan horizontal, elle est à 45 degrés, c'est-à-dire qu'en soi, si j'essaye de le faire, c'est dans les trois plans, elle est vraiment à 45 degrés comme ça. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre vraiment de nous diriger vers le nerf alvéolaire postérieur, tout en étant en contact avec l'os, comme ça, et nous permettre d'avancer et de suivre le trajet. Quand on est à ce point de repère, combien de centimètres on doit avancer à peu près, ça va être l'histoire de 2-3 cm, et on va injecter 2-3 millilitres. Donc 2-3 cm, 2-3 millilitres. Donc c'est à peu près la cartouche, une cartouche et demie, voilà. Cartouche de cartouche d'adrénaline. Alors, petite précision, j'ai fait une erreur d'inattention vu que j'ai bien dit qu'il sortait à cette jonction, le nerf alvéolaire supérieur postérieur. Bah, les subdivisions, elles se font pas aussi haut, bien évidemment, du coup elles se font juste à ce moment-là. Mais bon, bref. Maintenant, on va parler du nerf alvéolaire supérieur moyen, donc qui lui, après, il va longer un peu comme ça et il va descendre à la verticale au niveau de justement la crête zygomatico-alvéolaire. Pareil, il sort au même niveau, donc au tiers inférieur, 2 tiers supérieur à cette jonction de la tubérosité maxillaire. Et il va du coup innerver la partie mésiale, la racine, donc la dent et la racine mésiale de la M1 et des 2 prémolaires comme ça. Après, il y a quand même quelque chose d'important à savoir avec ce nerf, c'est que dans 25% des cas, donc bien savoir, 25% des cas, il est absent. Et dans ce cas-là, on va voir que ce sera plutôt avec les nerfs antérieurs qui vont prendre le relais. Mais voilà, normalement, il y est. Et du coup, là, pour l'anesthésie, notre point de repère, ça va être la molaire numéro 2. Et ça va être pareil dans le pli mucovestibulaire, dans la muqueuse mobile, à cet endroit-là. Et je vais dessiner les territoires que ça anesthésie. Donc j'ai bien dit partie mésiale de la M1, les 2 prémolaires. Et vu qu'on voit quand même son trajet dans le sinus, là on a vu que c'était plutôt la paroi postérieure. Là ça va être la partie antéro-médiane. Donc qu'est-ce que c'est médiane? Ici on est vers média, ce qui est la ligne médiane, et là on est vers distal, médial distal, donc antéro-médial, c'est-à-dire vers devant médiane de la paroi de ce sinus. Et pareil, encore une fois, on a la triade avec les dents, donc la racine de la dent et la triade qui arrive ensuite, parodonte, muqueuse fixe. Du coup parodonte, il y a l'os aussi, donc c'est la même chose en vrai. Voilà l'espace parodontal, le ligament. En fait, quand on pense parodonte, on pense à quelque chose. On pense donc en superficiel la muqueuse fixe, donc sur la gencive fixe. On pense au ligament parodontal, à l'os alvéolaire,
et le sément. Mais le sément, c'est logique, on n'en parle pas, puisque quand on dit que la racine est anesthésiée, forcément le sément est anesthésié. Donc voilà, c'est ça un peu la triade. En fait, ça reste que du parodonte. Et bien évidemment, il y a l'espace parodontal. Voilà. Donc c'est un peu à ça qu'il faut penser, ça coule de sens. Mais il faut pas oublier aussi la partie du sinus pour cette fois. Et du coup, pour l'anesthésie, on se met un peu comme une suprapériostale. La suprapériostale, c'est vraiment l'anesthésie classique. On se contente de piquer à l'apex, pareil dans la muqueuse vestibulaire, mais on avance peut-être de 0,5 1 cm, enfin 0,5-0,8 cm, et on va injecter 0,6 ml à peu près, très doucement bien évidemment. Là ça va être un peu la même chose, mais vu qu'on va être quand même un peu plus, on va quand même se mettre un peu plus en haut vers l'apex, on reste toujours bien en contact avec l'os, hein, comme à chaque fois, avec le biseau orienté en direction de l'os, le biseau de l'aiguille, et du coup on garde le contact. On va se mettre peut-être un peu plus haut, et plutôt qu'injecter 0,6, on va peut-être injecter 0,8 ml, c'est ce que je dirais, donc on va dire 1 cm, 0,8 ml. Alors maintenant on va parler de la zone antérieure, enfin les deux derniers et pas des moindres, c'est-à-dire que c'est le nerf, j'avais pas bien colorié ici, le alvéolaire moyen. Et là on va parler de l'antérieur, donc son trajet il est du coup il passe par-dessus le sinus maxillaire et puis il arrive directement en vertical sur les zones concernées. Voilà. Enfin, à chaque fois je fais les terminaisons trop haut, désolée. Hop, on va faire comme ça. Il fait même comme ça, voilà. Et donc lui c'est le nerf alvéolaire supérieur antérieur, ici en vert, et juste devant, et en général quand lui on l'anesthésie, on anesthésie celui-ci aussi, lui c'est le nerf infraorbitaire, donc qui sort par le foramen infraorbitaire et qui va venir innerver les tissus mous. Donc on aura déjà la paupière inférieure ici du côté concerné, l'aile du nez et le vestibule du nez, donc je le mets par là comme ça, la lèvre supérieure et bien évidemment toute la zone infraorbitaire, les tissus mous de la zone infraorbitaire. Et lui du coup on va le mettre en bleu parce qu'ils ont le trajet commun en fait, c'est juste qu'après ils se divisent, il y en a un qui sort par le foramen comme ça. Et pour vous dire, ici, leur distance entre les deux, elle est d'environ 3 mm. Enfin, je vais le faire ici, ce sera plutôt logique. 3 mm de distance. Et en fait, quand on pique, on va aller à l'entrée de ce foramen infraorbitaire. On va injecter et on va appuyer. Donc, ce qui fait que l'anesthésie va rentrer et bien évidemment, elle est juste derrière. Donc, en général, on va anesthésier à la fois les zones concernées par le nerf infraorbitaire et à la fois les zones par le nerf alvéolaire antérieur. Et là je vais bien les décrire, enfin les colorier. Déjà l'infraorbitaire, enfin toute cette zone tout simplement. Alors je vais vérifier, ouais, infraorbitaire, du coup il va anesthésier toute la partie également antérieure du sinus maxillaire. Je sais pas pourquoi j'ai dû mettre du bleu là, dommage. Donc la lèvre inférieure, la paupière inférieure, la lèvre supérieure, la moitié de la lèvre supérieure, toute la zone infraorbitaire et le nez avec son vestibule. Le nerf alvéolaire supérieur antérieur, lui, ça va être l'apex de la canine, de l'incisive latérale, incisive centrale avec leurs dents. Donc on retrouve encore une fois la triade, donc la muqueuse fixe, l'espace parodontal avec le ligament parodontal et l'os alvéolaire. Voilà. Maintenant, du coup, il faut savoir que du coup quand lui, il est inconstant,
ça va être le nerf alvéolaire supérieur antérieur qui va prendre le relais. Et qui va, du coup, il ne va pas anesthésier que ces 3 dents. Il va anesthésier incisive centrale, incisive latérale, canine, prémolaire 1, prémolaire 2 et racine mésiale de la molaire 1. Donc ça, c'est quand, dans 25% des cas, comme je l'avais dit, il est inconstant. Voilà, maintenant on va parler de la technique d'anesthésie, mais avant ça, je vais revenir quand même sur le foramen infraorbitaire, donc qui va être ici. Comment le repérer? Alors, il faut savoir que le foramen infraorbitaire, il est sur la même ligne que le foramen supraorbitaire et que le foramen mentonnier. Ils sont un peu sur la même ligne. Et du coup, par rapport à l'œil, enfin, le bord orbitaire, on va dire, on a l'œil ici, il va être entre la jonction entre les 2 tiers externes et le tiers interne. Donc on va déjà être sur cette ligne pour le repérer. Ensuite, il faut savoir du coup qu'au niveau, donc là c'est au niveau dans ce sens pour savoir où il se repère, donc ici. Maintenant, dans ce sens, à combien de centimètres il est en dessous? Ça va être 1 cm à peu près, voire même pour être précis, 0,8 à 1 cm en dessous du bord orbitaire. Par rapport à la ligne des pupilles, donc quand en position standard la pupille est ici, le foramen infraorbitaire se situe 0,5 mm en mésial, donc dans ce sens, 0,5 mm en mésial de la pupille. Ok. Et un autre repère qu'on peut avoir, c'est que par rapport à la première prémolaire, il y a une distance d'à peu près 2 cm et voilà. Maintenant, comment on va injecter, comment on va injecter cette zone? Donc, on va tout simplement avoir notre aiguille. Et le repère de la zone de ponction, ça va être plutôt en distal de la racine de la canine. Donc, plutôt un peu de ce côté, toujours dans les plis muco-vestibulaires sur la muqueuse mobile. Et on va se mettre à 45 degrés par rapport au plan sagittal et on va avancer comme ça pendant 2 cm et demi. On fait très attention à toujours garder le contact osseux. Voilà. On se met dans la fosse de la canine, etc. Et on va essayer de bien sentir l'os. On fait très attention avant d'injecter quand on sent la butée. Parce que en fait avec l'infraorbitaire, quand on va se mettre en contact avec l'os, et après on va sentir la butée. Une fois qu'on sent la butée, pour éviter les accidents, etc., on se retire de 0,5 mm. On aspire d'abord pour être sûr de ne pas être sur quelque chose, sur un vaisseau ou quoi. Et une fois que l'aspiration elle est bonne et qu'il n'y a rien, c'est négatif, on va se mettre à injecter. Et quand on injecte, on va appuyer avec le doigt pour faire rentrer l'anesthésique dans le foramen. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'en général les deux vont être anesthésiés, et du coup les 2 zones également. Il faut savoir aussi qu'au début quand on injecte, pour protéger, pour pas faire d'accident, piquer, etc., on va mettre son doigt pour éviter, voilà, pour éviter de faire des accidents. Par exemple, si on entre, on peut faire des hématomes, des hémorragies, créer des dysplopies, donc à cause de toucher le globe oculaire et provoquer des troubles de la vision. Donc on met vraiment son doigt, on s'arrête, on retire de 0,5 mm, 0,5 cm, moins 0,5 cm, et on injecte, etc. en retirant. Donc on commence à injecter et on se retire, on se retire, on se retire. Voilà. Donc là pareil, on va être sur une profondeur de 2,5 cm vu qu'on est par rapport à l'apex de la canine. Et injection, moi je dirais 1 à 1,5 ml. Voilà. Donc voilà, le repère on en a parlé. Bon, les repères, oui voilà, je vous ai fait tous les repères. Les ponctions on en a parlé, l'orientation d'aiguille aussi, la distance avec le trajet, la quantité de ce qu'on va mettre. Donc là c'est toute la zone maxillaire qu'on a pu faire dans cette première vidéo.